Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. C'est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd'hui dans les Afters de la Transformation Daphné Grem. Bonjour Daphné. Salut Fanny. Après un parcours à l'École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation, tu as cofondé la maison d'upcycling Resap Paris, un projet que tu as présenté dans la saison 3 de Qui veut être mon associé. Tu es également conférencière sur les sujets de la mode circulaire et de l'upcycling, l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat féminin, finalement l'entrepreneuriat pour tous. Resap Paris est une marque engagée pour un monde plus humain et responsable. Comment ton expérience entrepreneuriale a débuté ? Alors, mon expérience entrepreneuriale, elle a débuté il y a 4 ans maintenant. Donc pendant le confinement, donc mars 2020, j'étais pas du tout destinée à entreprendre. Ça a vraiment été un appel, je dirais, une quête de sens que je ne pouvais plus éteindre. Et donc du coup, je me suis retrouvée à entreprendre avec une très bonne amie à moi d'école. Et elle était passionnée de mode. Moi, j'avais envie d'avoir du sens et que tous les sujets sociétaux me touchaient énormément. Et du coup, on s'est dit, on va entreprendre dans la mode. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est comme ça qu'on est parti mars 2020 dans l'entrepreneuriat impact. Pourquoi vous êtes tourné vers l'upcycling dans la mode ? Eh ben, ce qui est drôle, c'est qu'au tout début, si tu nous demandais, les filles voulaient entreprendre dans l'upcycling, je t'aurais dit, qu'est-ce que l'upcycling ? Je ne savais absolument pas. Nous, en tout cas, moi, ce qui me drivait, c'était vraiment essayer de rendre la mode beaucoup plus responsable, plus durable. Et donc, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup de vêtements, on n'en fait rien. Et il serait temps d'en faire quelque chose. Donc, on est parti comme ça en disant, on va essayer de revaloriser les vêtements qui existent déjà. D'abord via la réparation, et après, de fil en aiguille, on est arrivé à la transformation. Et en fait, comme on voulait rendre nos vêtements désirables, on dit on va les transformer pour que ce soit encore plus sympa. Et ce fonctionnement-là, en fait, c'est tout simplement la pratique de recyclage qu'est l'upcycling. D'accord. Et donc ça date d'il y a à peu près 4 ans. T'étais un peu précurseur sur le marché finalement. On n'était pas les premières. Franchement, on a l'impression que Resap a lancé un mouvement. On a lancé le mouvement de l'upcycling comme il est aujourd'hui. On en parle beaucoup, etc. Mais on n'est absolument pas les premières. Il y a énormément de marques et de personnes qui étaient là avant nous. Et en plus, pour la petite anecdote, c'est quand nous on a commencé, ce qui était très drôle, c'est que quand on a commencé à vendre nos premiers produits, on avait des dames, des quarantenaires qui venaient nous voir, ils disaient ça me rappelle mon enfance. Donc au final, on n'a absolument rien inventé. On a repris, je dirais, quelque chose qui se faisait avant et on l'a, je dirais, remis à la mode. Quel type de matériaux Resap Paris récupère pour l'upcycling justement et comment sont-ils transformés en nouveaux produits ? Alors au tout début de l'aventure, on revalorisait tout. Vraiment, on était des machines à revaloriser, j'ai envie de dire. Dès qu'on avait une pièce, on disait comment on va la transformer. Et tu les trouvais où justement ces pièces ? On les trouvait en friperie au tout début. On allait faire du picking en friperie, on prenait des pièces, on les transformait, etc. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale, il faut se structurer, il faut standardiser. Et on est parti vraiment sur revaloriser un maximum le jean principalement, la matière du coton finalement. Et c'est comme ça qu'on est devenu un peu une marque d'upcycling qui est tournée vraiment principalement sur le jean. Comment vous faisiez pour les transformer, ces nouveaux produits ? Eh ben, tout simplement, en fait, via notre direction artistique. Grosso modo, nous, ce qu'on faisait, c'est la différence qu'il va y avoir entre l'upcycling et la mode classique, c'est que nous, on part de vêtements déjà existants. Donc, on va juste rajouter des étapes. Quand je dis juste, c'est, à mettre avec des pincettes parce que c'est compliqué. Mais on va déconstruire le vêtement qui existe déjà, le transformer et on va revenir sur des process de couture classique et monter le vêtement et le vendre. D'accord, donc vous avez des couturières qui travaillaient pour vous ? C'est ça. Donc on a des couturières qui travaillent avec nous. On travaille aussi avec des ateliers. Donc on va avoir une partie avec des ateliers de réinsertion parce que c'était aussi une dimension très importante pour nous, toute la dimension sociale. Pour la petite histoire encore, parce qu'il y a plein de petites histoires finalement, c'est que tout début quand on a lancé le projet, on voulait travailler principalement, exclusivement avec des couturiers et des tailleurs nouveaux arrivants en France. Donc on était parti là-dessus, on avait rencontré des personnes, etc. Et au final, on s'est rendu compte que ça allait pas être possible, simplement parce que nous, comme on se lançait dans l'aventure entrepreneuriale, on pouvait pas leur apporter de la stabilité. Et en fait, quand on est nouveau arrivé en France, qu'on veut, en tout premier, c'est vraiment de la stabilité. Donc on s'est dit, ok, on peut pas avoir cette dimension sociale via ce canal-là, on va essayer de l'avoir autrement et c'est pour ça qu'on a travaillé avec des ateliers de réinsertion. Comment Resap Paris mesure l'impact environnemental de ses activités d'upcycling ? Eh ben, là, ce qui est
paradoxal et compliqué, on va dire, c'est que nous, pour mesurer notre impact, je dirais qu'on a choisi un peu le canal de OK, combien de jeans on a produit ou combien de vêtements on a produit, ce qui fait que si on achète chez nous, ça fait économiser combien on va dire, de jeans non achetés dans le marché de la première main. Grosso modo, pour produire un jean, on va consommer 10 000 litres d'eau, ce qui est énormissime. C'est énorme. C'est énorme. Je parle pas de l'impact carbone derrière, mais c'est énormissime en termes de quantité d'eau consommée pour la production d'un jean. Et donc, nous, on se dit que, grosso modo, si on achète un jean upcyclé, recyclé, on va pas, justement, reconsommer ces litres d'eau-là. Quels sont les principaux défis, justement, auxquels ton entreprise a été confrontée dans la pratique de l'upcycling ? Qu'est-ce qui a été plus dur ? Ouais, il y a eu énormément de choses. Je dirais déjà attaquer un marché qui n'est pas encore standardisé. Grosso modo, on arrivait quand même avec une nouvelle pratique. Donc, on arrive avec, oui, on veut faire des vêtements à partir de nouveaux vêtements. Il n'y a pas des process qui sont mis en place. C'est quelque chose qui se fait depuis toujours, ce que je disais avant, mais qui ne se fait pas de cette manière-là, qui n'est pas industrialisé, on va dire. Donc, toute cette partie-là, industrialisation et commercialisation de l'upcycling, ça a été c'est très compliqué. Comment vous avez réussi à les surmonter ? Eh ben, on a testé tout un tas de choses. On a expérimenter, et après c'est le propre même de l'entrepreneuriat, être flexible, être agile. Donc on a testé tout un tas de choses, et même le RISAP qu'on voit aujourd'hui, c'est le RISAP qui est issu de plein de tests différents. Nous, on a un modèle qui est hybride, donc on a une partie marque, on a une partie, on va dire, plus orientée sur les services, où là, l'idée générale de ces deux grands axes est le même, c'est démocratiser la pratique de l'upcycling, faire en sorte que la mode soit plus durable, mais de manière différente. Soit on vient acheter des produits upcyclés, soit on apprend à faire nous-mêmes des produits upcyclés. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de ton expérience dans Qui veut être mon associé ? Comment tu as postulé ? Quelles ont été les étapes avant de faire face aux investisseurs de l'émission ? Bien sûr. Alors, l'aventure Qui est ton associé pour RISAP, elle a été un peu particulière. Donc, on a postulé, je pense, le dernier jour des castings. On a été rappelé assez rapidement par le casteur. Et donc, on est rentré dans le process assez comme ça. Donc, du jour au lendemain, on va dire, donc sur un coup de tête. T'y croyais au départ ? Absolument pas. Honnêtement, j'ai été très détachée de tout ça. C'était du coup mon associé qui avait vu le casting sortir, qui avait postulé. Donc en fait, on se fait rappeler et très vite, il faut qu'on envoie des pièces. Enfin, il faut présenter des choses. Donc on donne au casteur qui va présenter à la chaîne. Donc ça se fait comme ça. Et sur plusieurs mois, on est OK, on est dans le casting, puis après on est ressorti du casting, puis après on est de nouveau dans le casting. Pourquoi ? Je sais pas, je pense les aléas de la télé, c'est comme ça. Donc à un moment donné, on vous a dit vous ferez partie de l'émission, à un moment donné, on vous a dit vous serez plus partie de l'émission. C'est ça. Et après vous êtes revenu dans l'émission. C'est ça. Et en fait, finalement, on a eu le go final. Oui, c'est bon, vous allez enregistrer 2 jours avant d'enregistrer. Vous avez eu à peine le temps de vous préparer, On a eu à peine le temps de se préparer, ce qui dans le contexte, peut-être, je pense que c'était un mal pour un bien, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de stresser, en fait. On était direct dans l'action. On a dû prévenir l'équipe assez rapidement dans la foulée. Enfin, vraiment, on l'avait dit à personne, finalement. On s'est dit, tant que c'est pas acté, on va voir, et puis on va pas faire de faux espoirs. Donc, du jour au lendemain, on prévient l'équipe. OK, donc on est lundi, il est 15h. Et mercredi matin à 9h, faut être sur le plateau parce qu'on va enregistrer ceci, cela. Il faut préparer la scéno, préparer la valo, préparer le pitch, préparer tout un tas de trucs. Vous avez dû pas beaucoup dormir ces 2 jours. On n'a pas beaucoup dormi, mais heureusement que l'équipe a été au top. Vraiment, c'était une super expérience. J'en garde un super souvenir de tout le passage, de la préparation express au passage et même l'après. Vraiment, c'était une super expérience. Bon, alors je crois que l'aventure RISAP Paris va s'arrêter. Peux-tu nous expliquer quelles en sont les raisons exactement ? Oui, alors ce qui est marrant, c'est que quand on a pris contact pour ce podcast-là, j'étais à des années-lumière, on va dire entre guillemets, d'arrêter l'aventure. Voilà, j'ai hésité à annuler. Et au final, je me suis dit que ça allait pas être intéressant de quand même venir et raconter. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est dur. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'entreprends. On a vu de toutes les couleurs, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, en toute transparence, on a notre modèle économique qui n'était pas adapté, je pense. Et je pense qu'on a fait plein d'erreurs et c'est le propre même de l'entrepreneuriat. Vous avez un marketing qui est pourtant flamboyant chez RISAP Paris, ouais. Donc personne ne peut penser que vous allez mettre fin à l'activité. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite alerte. C'est vraiment ce qu'on... en fait,
de manière générale, il faut faire attention entre ce qu'on voit et ce qui se passe réellement. Il y a toujours un monde entre la réalité et la manière de communiquer. Bien que la communication, nous, qu'on a essayé d'avoir, c'est la plus transparente possible, et ben, on a communiqué principalement sur ce qui allait, ce qui était sympa et ce qui nous drivait aussi. Parce que si on se mettait à communiquer sur tout ce qui allait pas, je pense qu'on n'aurait pas fait long feu non plus, tu vois. Mais voilà, il y a toujours aussi ce côté dans l'entrepreneuriat où c'est très facile de montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui va bien et tout ce qui va un peu moins bien. Et derrière, il y a quand même vachement de choses. Et derrière, il y a énormément de choses. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'aventure est vraiment pas simple, quoi. Ouais. Non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas simple. Mais il y a eu, je pense, tout un tas de choses. Je pense que on a fait plein de petites erreurs et ça, c'est ok. On est là pour apprendre. Il y a pas de sujet. Je pense qu'il y a aussi peut-être le marché aujourd'hui qui est peut-être qui est en train de on va dire d'appréhender l'upcycling. Ce qui est drôle, c'est que je te dis ça, peut-être que dans 6 mois on se recroise, j'aurai d'autres réponses parce que je pense que je te le dis à chaud, tout ce qui s'est j'ai pas encore assez le recul, mais je pense qu'il y a plein de petites erreurs qui nous ont amenés ici et voilà. Un CEO ne parle quasiment jamais de la cessation d'activité de son entreprise et toi, tu le vis pas du tout comme un échec. Absolument pas. Moi, je le vis pas du tout comme un échec. Je dirais le plus dur pour moi dans la fin de Risap, c'est l'humain, finalement. C'est l'humain parce que collaborateurs. Voilà. Moi, j'ai tissé des liens extrêmement forts avec toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Et le plus dur pour moi, c'est de me dire que en fait, on va s'arrêter de travailler. On va arrêter. Voilà, on va arrêter de travailler ensemble. Ça, pour moi, c'est très très dur. Mais sinon, sur tout le reste, j'ai aucun regret parce que je me suis donnée à fond. J'ai vraiment travaillé à 3000%, j'ai testé plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai été en total accord avec l'ensemble de mes valeurs et c'est du business, c'est comme ça en fait, il faut l'accepter, je pense qu'il faut savoir aussi arrêter quand il faut arrêter, quand ça ne fonctionne plus comme on le visualise, il faut savoir dire stop. Quel conseil tu pourrais apporter justement aux entrepreneurs qui sont dans la même situation que toi là ? Je dirais qu'il faut... Faut pas qu'ils voient tout en noir, quoi. Oui. Non, vraiment, moi, je le vois pas du tout. Vraiment, le seul aspect, et ça, je pense, c'est très propre à ma personne, et chacun appréhende un peu les fins d'aventure comme il doit l'appréhender. Hein. Mais moi, c'est vraiment le côté humain qui, pour moi, cette partie très noire. Non, mais je pense que t'es quelqu'un de positif, surtout. Oui, mais le reste, pour moi, c'est vraiment super. Je dirais à ces personnes-là de bien peser le pour et le contre. Je pense que des fois, surtout quand c'est son premier bébé, c'est difficile, on va dire, de lâcher. Mais il faut savoir si plus rien ne va, que ce soit humainement avec les personnes avec qui on travaille, que financièrement. Oui, il faut être résilient. Moi, je suis quelqu'un de très résiliente, mais des fois, il faut savoir lâcher. Ouais, on joue pas sa vie, quoi. Exactement. Et créer aussi une vraie distance saine entre sa personne et son business. Je veux dire, on n'est pas à la continuité de notre business, c'est quelque chose qu'on crée. Aujourd'hui, on a créé quelque chose... Donc, c'est un bébé sans être un bébé, finalement. C'est ça. C'est son bébé, mais voilà. Mais c'est pas son vrai bébé. Voilà, c'est pas son vrai bébé. À tout moment, on peut l'abandonner, on va pas avoir des problèmes avec la justice. Mais si c'est bien fait, bien sûr. Mais vraiment, il faut savoir lâcher quand il faut lâcher. Et ça, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Et encore, moi, je parle aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais il n'y a pas de drame. En gros, est-ce que tu penses un jour relancer une nouvelle boîte ? Je pense que je vais possiblement relancer des nouveaux projets, de nouvelles activités. Moi, ce qui me drive vraiment au quotidien, c'est tout cet aspect démocratisation, sensibilisation pour créer un monde meilleur. L'impact. Exactement, l'impact. Donc si je peux le faire avec ma structure, ce sera génial. Avec une autre structure, ce sera tout aussi génial. Ce que j'ai compris et appris d'ailleurs de mon aventure entrepreneuriale, c'est que c'est vraiment ça qui me drive. Tu serais capable de redevenir salarié ? J'arrête pas de me poser cette question en ce moment. Je pense que c'est la question que tous les entrepreneurs se posent en fait. C'est la question. Il y a un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Mais au final, ce que je te disais juste avant, c'est que moi, ce qui me drive, c'est l'impact. Alors, la forme derrière, peu importe, je dirais. Si derrière, je travaille avec des gens qui ont cette volonté aussi de rendre le monde meilleur, d'avoir un bel impact, de faire des bonnes choses, je pense que je pourrais travailler partout. Tu es aussi conférencière sur les sujets de la mode circulaire et l'upcycling, l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat féminin et finalement l'entrepreneuriat pour tous. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que tu racontes pendant tes conférences ? Quand je parle de mode circulaire, grosso modo, l'idée c'est de sensibiliser.
quand j'ai entrepris, je me suis retrouvée vraiment dans une petite sphère de la mode durable où on est tous conscients de ce qui se passe. C'est un petit monde. Parfois, c'est vraiment voilà, le petit monde un peu bobo, etc. C'est pas bien ceci, c'est pas bien cela. Moi, ce que je voulais faire, c'est que je connais énormément de personnes qui aimeraient toucher un peu la mode durable, mais qui peuvent pas parce que c'est trop éloigné, on va dire, de leur quotidien. Donc moi, quand je prends la parole sur ces sujets-là, c'est sensibiliser tout le monde et montrer qu'il existe des alternatives, qu'on peut consommer la mode différemment et bien. Quand je prends la parole sur l'entrepreneuriat, l'idée c'est la même, c'est montrer qu'en fait on peut entreprendre même si on est loin de ce milieu-là. Tout le monde peut entreprendre, ce n'est pas un milieu social en fait. Tout le monde peut entreprendre. C'est plus dur, honnêtement c'est plus dur quand on vient pas des milieux où dans la famille on n'a pas des personnes qui ont entrepris, c'est plus dur, mais tout le monde peut entreprendre à partir du moment où il a la volonté et que surtout on est bien accompagné. Pour moi c'est le plus important, c'est bien s'entourer. Toi, tu as une expérience qui est un peu différente parce que c'est avec ta meilleure amie que tu as décidé de monter Resap Paris. Quel conseil tu donnerais à un jeune, justement, par exemple, venu de province ou du monde rural qui désire entreprendre ? Je dirais vraiment, sincèrement, tout début, entoure-toi correctement. Entoure-toi correctement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Mais s'il connaît personne, il fait comment ? Eh ben, il va chercher. C'est aussi ça le propre de l'entrepreneur, c'est d'aller chercher des solutions, d'aller chercher l'aide là où elle est finalement. Il y a des aides, il y a tout un tas d'accompagnements. Je pourrais en citer vraiment, par exemple, il y a des associations ou des collectifs comme des Déterminés qui accompagnent des entrepreneurs. Il y a Lee4Good qui accompagne des entrepreneurs à impact. Il y a énormément de choses qui sont mises en place pour accompagner des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui savent pas comment, surtout en ce moment. Donc vraiment, si tu as envie de te lancer et que tu es loin de ce monde-là, renseigne-toi sur toutes les structures d'accompagnement parce qu'il y en a énormément. Et aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de l'upcycling ? Je le vois radieux. Je le vois radieux. Moi, même si Resap s'arrête aujourd'hui, je pense que l'upcycling a tout à fait sa place dans le milieu de la mode et encore, ça reste pour moi et c'est toujours une solution pour rendre la mode beaucoup plus durable. Et le rôle dans la construction d'une économie plus circulaire et durable, l'upcycling ? Un rôle majeur, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument penser tous les produits. Et là, moi, j'ai été dans l'industrie de la mode, mais je pense que c'est vrai pour tous les produits. Il faut aujourd'hui penser les produits comme ayant plusieurs vies. Et l'upcycling, ça fait partie d'un de ces cycles de vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? D'être épanoui, finalement, continuer à essayer de faire rayonner un maximum tous ces beaux sujets-là. Daphné, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Nous te souhaitons plein de réussite dans tes nouveaux projets. Merci beaucoup Fanny, à très vite. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. Évidemment, tous les podcasts sont à écouter sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de votre intérêt si vous souhaitez participer aux Afters de la Transformation par email à l'adresse suivante podcast@adequancy.com. Bonne journée à vous. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.